Bienvenue sur la chaîne Histoires d'OEBNI. Abonnez-vous, car nous publions chaque jour des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Soutenez-nous. Aimez notre chaîne si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. Vallée de l'Hudson, État de New York. À seulement 1 heure de route de Manhattan se trouvent les pittoresques villes de Westchester et Putnam. Des lieux où professionnels et retraités prospèrent recherchaient calme et tranquillité, loin de l'agitation de la ville. Jusqu'en mars 1983, les habitants de ces quartiers ignoraient que leur rue paisible serait le théâtre de l'une des vagues d'observations d'OVNI les plus massives et inexpliquées de l'histoire américaine. Plus de 5000 personnes, policiers, ingénieurs, enseignants, femmes au foyer, allaient être témoins d'un phénomène qui allait bouleverser leur perception de la réalité. Tous décriraient un objet quasiment identique, une structure massive en forme de V, de la taille d'un terrain de football américain, planant silencieusement au-dessus de leur maison. Ce récit s'appuie sur des rapports de police officiels, des témoignages sous serment et l'enquête du Dr J. Allen Hynek, ancien consultant scientifique pour le projet Blue Book de l'US Air Force. 17 mars 1983, 20h30, Brewster, New York. Dennis Sant se tient dans le jardin de sa maison, près de l'Interstate 84. Ce greffier adjoint du comté de Putnam, âgé de 35 ans, père de 5 enfants et fort de 17 ans d'expérience dans l'administration locale, lève les yeux au ciel. Ce qu'il voit lui glace le sang. C'était un objet gigantesque, dira-t-il plus tard aux enquêteurs. La structure était gris foncé, métallique, presque comme des poutres. L'objet semblait totalement silencieux. Les lumières étaient irisées, brillantes, se détachant sur le ciel en 3 dimensions. On aurait dit une ville-lumière. Elle était suspendue dans le ciel, tout en couleurs éclatantes. Linda Nicoletti observe depuis la fenêtre de sa maison à 2 maisons du Père Noël. Elle aperçoit un énorme objet en forme de V dont les ailes sont ornées de rangées de lumière vive qui dérivent lentement vers la maison de son voisin. Il y a tellement de lumière qu'il est impossible de les compter, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec une lumière beaucoup plus brillante et plus grande au centre, en bas. Elle ouvre la fenêtre et entend le bruit des moteurs. Silence. Un silence absolu, surnaturel. L'objet effectue un virage à 90 degrés, une manœuvre impossible pour tout avion connu. Elle voit Dennis Santa courir dessous, tandis que l'objet survole son jardin, baigné par la lumière de l'OVNI qui illumine toute la zone. Des pensées ont commencé à envahir mon esprit, admettra plus tard Sant. Des pensées sur l'atterrissage du vaisseau, des pensées sur une rencontre avec un extraterrestre. Des pensées d'enlèvement. Toutes sortes d'idées effrayantes ont commencé à me traverser l'esprit. Au même moment, M. Nicoletti constate que la circulation est bloquée sur l'Interstate 84. Des gens sortent de leur voiture, pointant le ciel du doigt. Linda Nicoletti prend son téléphone et appelle le bureau du shérif de Brewster. Le répartiteur lui apprend qu'ils ont reçu de nombreux appels concernant un OVNI et que des policiers d'État en ont également aperçu un. Ed Burns, ingénieur informatique, roule sur l'autoroute avec sa femme cette nuit-là. Soudain, il aperçoit un objet planant juste au-dessus du camion qui le précède. Un faisceau de lumière blanche aveuglante émane de l'OVNI, descendant et engloutissant le camion. Le voyant reste allumé quelques secondes, puis s'éteint. Le chauffeur, paniqué, enclenche une vitesse et s'éloigne à toute vitesse. « Je suis un pilote familier avec tous les types d'avions à hélice », insiste Barnes auprès des enquêteurs. Et je suis certain que ce n'était pas un type d'avion que je connais. Ce que j'ai vu cette nuit-là ne venait pas de cette planète. 24 mars 1983, 20h45. Yorktown, New York. L'agent de police Kevin Soravilla patrouille sur la route 118, près du centre commercial Triangle. Soudain, il aperçoit un gros objet volant vers le sud, à moins de 300 mètres au-dessus du centre commercial. C'était un objet en forme de V, traversé par des lumières vertes, rouges et oranges. Se souvient Soravilla. L'objet se déplace silencieusement, puis effectue soudain un virage à 45 degrés et accélère. La police de Yorktown recevra plus de 100 appels cette nuit-là. Cette même nuit, Hunt Middleton venait de descendre d'un bus et se dirigeait vers son domicile de Bedford, dans l'État de New York, lorsqu'il remarqua des lumières colorées inhabituelles à travers les arbres. Il est resté suspendu dans le ciel, raconte Middleton. J'ai observé l'objet pendant 5 minutes, mais il n'a pas bougé.
Un peu plus tard, le consultant informatique Steve Whittles de Carmel, dans l'État de New York, a observé le même objet dériver lentement vers l'est, au-dessus de la limite des arbres. À seulement 400 mètres du lieu d'observation de Whittles, le docteur Lawrence Greenman, sa femme Joanne et leurs 3 filles ont observé l'OVNI aux jumelles, tandis qu'il s'arrêtait en plein vol et planait au-dessus des arbres. L'agent Andy Sandoff travaille de nuit lorsqu'elle aperçoit une série de lumières dans le ciel. Son partenaire, l'agent William Wolf, voit le même objet au même moment, mais le décrit comme une série de petits avions volant en formation serrée. Cette divergence de description entre les 2 agents, observant simultanément le même objet, deviendra l'un des mystères les plus troublants de la nuit. Comment des observateurs expérimentés ont-ils pu voir des choses aussi différentes? 26 février 1983. Lake Carmel, New York. Monique O'Driscoll, une professionnelle de la santé mentale de 38 ans, suit un engin en forme de boomerang, éclairé par des lumières clignotantes rouges, bleues et oranges. L'objet se déplace si lentement qu'elle peut discerner sa structure. Sombre, métallique, massive. Les lumières changent de couleur en synchronisation. D'abord jaune, puis blanche, puis bleue. Été 1983. Stormville, New York. Le contrôleur aérien Anthony Capaldi aperçoit un objet volant à proximité. En professionnel connaissant tous les types d'avions, il affirme catégoriquement: s'il s'agissait d'avions volants en formation, les témoins auraient dû entendre le bruit des moteurs. Puisque de nombreux témoins n'ont signalé aucun bruit, la théorie des avions en formation serrée semble peu probable. 14 juin 1984, 22h15, centrale nucléaire d'Indian Point, Buchanan, New York. Un agent de police de Transancan de la New York State Power Authority, treballant com a agent de sécurité au complexe nucléaire d'Indian Point, és témoin de l'incident le plus alarmant de toute la vague d'observation. Un objet apparaît à l'entrée est du complexe. Tiens, voilà encore cet OVNI, crie l'un des gardes à la radio. 5 gardes, dont 2 superviseurs, se précipitent dehors. Carl, nom modifié pour protéger son identité, décrit la suite. Il s'est approché depuis pratiquement la même direction que la précédente, et cette fois, les lumières changeaient. D'abord toutes jaunes, puis blanches, puis bleues. Les lumières étaient disposées en demi-cercle, et au fond, assez loin derrière, se trouvait une lumière rouge clignotante. Alors que l'objet approchait de la station, j'étais à environ 150 mètres de lui. Il ressemblait à un cornet de glace. On pouvait voir que c'était un objet solide de la taille de 3 terrains de football. À ce moment-là, il était juste au-dessus de nous. L'objet plane au-dessus du réacteur numéro 3, le seul en activité à ce moment-là. L'impensable se produit. Les capteurs de mouvement s'éteignent. Le système d'alarme entier tombe en panne. À l'intérieur de la console de sécurité, l'ordinateur contrôlant tous les systèmes de sécurité et de communication s'éteint. Les caméras continuent d'enregistrer les événements, mais ces enregistrements disparaissent ensuite mystérieusement. Le commandant contacte Camp Smith, une base de la garde nationale de l'État de New York, située à moins de 16 km, pour demander l'identification de l'objet. Il n'obtient aucune réponse. On demande alors qu'un hélicoptère armé abatte l'objet. Les gardes reçoivent des fusils de chasse, avec ordre d'ouvrir le feu sur l'OVNI s'il ne s'éloigne pas de la station. Le commandant a donné l'ordre de sortir les fusils, confirme un autre témoin. L'objet reste suspendu au-dessous du réacteur pendant 15 minutes. Une éternité pour ceux qui l'observent d'en bas, avant de s'éloigner lentement vers Peekskill. Le lendemain, le commandant de la sécurité les informe. Rien ne s'est passé, et l'événement est voué à l'oubli. Les jours suivants, des représentants de la Commission de réglementation nucléaire américaine visitent la centrale et l'ensemble du système de sécurité est réorganisé. Jerry Culliton, journaliste pour la station de radio WVIP à Mount Kisco, dans l'État de New York, reçoit confirmation de Carl Patrick, au bureau d'information de la station, que les observations ont bien eu lieu. Mais lorsqu'il demande une copie du rapport d'incident d'OVNI, on lui répond que toutes les procédures et mesures de sécurité prises ici sont entièrement confidentielles afin de protéger notre sécurité. 24 juillet 1984, 22h20. De nouveau Indian Point. Cette fois, un objet de 275 mètres de long plane au-dessus de la station. Un agent de sécurité le décrit comme mesurant 30 mètres de long
e se trobant a 270 metres a dessú de l'estació. Sete mem nui, a 30 quilòmetres de l'estació, Bob Patsuoli, un habitant de Brewster, filme l'OVNI. Ses imatges seron analitzées a 2 reprises par de científiques de Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Califòrnia. L'imatge sur la video reste non identifiée a ce jour. A août 1984, l'associació Citizens Against UFO Secrecy, CAUS, reçoit des centaines de signalements d'un grand objet en forme de boomerang planant au-dessous des arbres, avec de lumière et un léger bourdonnement. Peter Gersten, le directeur de l'organisation, offre une récompense de $1,000 pour toute information sur les pilotes d'avions légers au départ de l'aéroport de Stormville. Certains admettent voler en formation en V sous de lumière vive, se qualifiant de martians. Mais leurs vols ne peuvent expliquer toutes les observations, notamment celles d'objets massifs et solides, effectuant des manœuvres impossibles, dans un silence absolu. 28 août 1984, Brewster, New York. Une conférence sur les ovnis attire plus de 500 personnes. Le docteur J. Allen Hynek, ancien consultant scientifique pour le projet Blue Book de l'armée de l'air, prononce le discours d'ouverture. « C'est absolument bizarre », déclare-t-il à l'assistance. « Il n'y a aucune explication logique à cela. » Hynek et un autre intervenant rejettent l'idée qu'un petit groupe de Cessna puisse en être responsable. 1990, Wappingers Falls, New York. Une femme est arrêtée à un feu de circulation à une intersection lorsqu'un énorme disque circulaire apparaît au-dessus de l'intersection et flotte à basse altitude. Il était si grand qu'il recouvrait l'intersection et s'étendait au-delà, explique-t-elle aux enquêteurs. Le bas du disque est orné de plusieurs cercles concentriques de lumière circulaire qui se déplacent en alternance, dans le sens horaire, anti-horaire et horaire. D'autres conducteurs, stupéfaits, observent l'objet flotter au-dessus de l'intersection en plein jour. Le sergent Kenneth W. Spiro de la police de l'État de New York affirme qu'un de ses agents a démenti les observations en les qualifiant de canulars lorsqu'il a suivi la trace de l'OVNI jusqu'à l'aéroport de Stormville, dans le comté de Dutchess. C'était un groupe d'avions légers. Ils volaient en formation, a déclaré Spiro au New York Times. Mais les archives de la police ne confirment aucune arrestation des pilotes. John Branciforte, porte-parole de la New York Power Authority, affirme que les agents n'étaient pas armés de fusils de chasse et que le spécialiste des ovnis Philippe Imbrogno invente peut-être des histoires ou se base sur les témoignages des témoins pour les déformer. Mais les témoins maintiennent leurs témoignages. « Je l'ai vu. Je le dirai jusqu'à la mort », déclare Christopher, l'un des témoins oculaires. Un autre témoin, pilote professionnel fort de nombreuses heures d'expérience de vol de nuit, affirme « Ce qu'ils ont fait, décoller et former une formation parfaitement positionnée qui a maintenu cette formation pendant longtemps, était très difficile à réaliser s'il s'agissait bien d'ULM. » À ce jour, le lieutenant Kevin Soravilla, du département de police de Yorktown, ne parvient toujours pas à expliquer ce qu'il a vu. « C'était un silence de mort, dit-il. On n'entendait rien. C'était trop silencieux pour être un ULM. Cela m'a mis mal à l'aise. Il n'y a aucune explication logique à ce que c'était. Je ne dis pas que c'était des petits hommes verts qui pilotaient cet engin. Je ne peux simplement pas expliquer ce que c'était. » Pete Bertin décrit une observation qu'il a faite au milieu des années 1980, alors qu'il fréquentait un pensionnat pour garçons à Katona. Avec plusieurs autres élèves, il a aperçu une structure massive et silencieuse planer au-dessus de leur école. Elle faisait la largeur de plusieurs terrains de football, se souvient-il. L'objet est resté parfaitement immobile, masquant les étoiles, avant de disparaître soudainement. 1987. Ballantine Books publie Night Siege, UFO Sightings in the Hudson Valley, de feu J. Allen Hynek, Philippe J. Imbrogno et Bob Pratt. Imbrogno rapporte avoir observé un OVNI dans la vallée de l'Hudson pendant 5 minutes. Il relève des similitudes entre l'objet de la vallée et le bombardier furtif récemment déclassifié. 1992. Ces observations font l'objet d'un épisode de la série télévisée Mystère non résolu. Robert Stack raconte à des millions de téléspectateurs les événements survenus dans la vallée de l'Hudson. Le Brewster a Chappaqua. Des témoins affirmen avoir vu quelque chose dans le ciel. Ces épisodes suscitent un regago d'enterreto por les evenimentos urbienos hicho de 10 tanto pultao. Brian Dunning, Herchitors Spectico, suggero que les pilotes d'ULM pratiquent le vol en formación. Da bordo de judo, pais, a mesure que li el gagnet en confiance, de nuiti. Y el formio desformación se reto avec seulement 15 centímetros d'espace entre les extrémités de saile. Écrit-il.
Les pilotes et inquiet simultanément li Orpheus exterior, donante l'impression que l'appareillo disparese des ciel. Y el variete lior formación, alinto descrossans y cercles a l'escrosa, qui, hacies de sol, ressemble a des losanges ou a des B. Mais este teorien explique pas les observacions d'objetos massifs masquiento les étoiles. Y el en explique pas non plus l'incidento d'Indian Point, où les systèmes de sécurité de la centrale nucléaire ont échoué. Elle n'explique pas le silence complet des objets de la taille d'un terrain de football planant à une altitude de quelques centaines de mètres seulement. Et elle n'explique pas pourquoi des milliers de témoins, y compris des observateurs entraînés comme des policiers et des contrôleurs aériens, n'ont pas reconnu l'avion. Nous sommes en 2014. Le lieutenant Kevin Soravilla, aujourd'hui à la retraite, cherche toujours des réponses. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis cette nuit sur la route 118. Mais le souvenir reste vif. C'était étrange, dit-il. Il volait très bas. C'était un objet en forme de V, avec des lumières vertes, rouges et oranges. Il contacte les aéroports, mais leur radar ne détecte rien. Il contacte la base aérienne de Stewart pour savoir s'il a aperçu un de leurs avions de transport C-5. Des responsables de l'armée de l'air informe Soravilla qu'aucun C-5 ne se trouve dans la zone. 2017. Le cinéaste Joe Miale se souvient de son souvenir d'enfance. Un engin triangulaire aux lumières colorées, se déplaçant lentement au-dessus de nos maisons, dans la vallée de l'Hudson. Ce souvenir a consolidé sa fascination pour la science-fiction, qu'il a toujours habité. Mais pour lui et des milliers d'autres témoins, ce n'était pas un fantasme, c'était la réalité. 2021. Les responsables de la défense et du renseignement américains publient un rapport de 9 pages reconnaissant l'existence de phénomènes aériens non identifiés, PAN, et le danger qu'ils représentent pour le trafic aérien et la sécurité nationale. Le rapport suggère que les données sont insuffisantes pour déterminer l'origine des objets. De nombreux habitants de la vallée de l'Hudson n'ont pas besoin d'un rapport officiel du gouvernement pour les convaincre de la réalité des OVNI. La même année, le musée des ovnis et du paranormal a ouvert ses portes à Pine Bush, au cœur de la vallée de l'Hudson. Le directeur du musée, Lance Hallowell, indique qu'il y a eu près de 3000 observations dans la région de Pine Bush. Un restaurant, de Cap and Saucer, est toujours ouvert dans la même ville, avec une grande soucoupe volante bien visible sur l'enseigne au-dessous de la porte. 2024. Discovery Channel et History Channel continuent de diffuser des documentaires sur les observations d'OVNI dans la vallée de l'Hudson. Kevin H. Nutt, professeur de physique à l'Université d'Albany et ufologue, remarque: c'est principalement parce que l'armée a beaucoup de mal avec ce genre de phénomènes. Les pilotes s'en rencontrent quotidiennement. Il cite l'exemple de 2015, lorsque l'USS Roosevelt se trouvait dans le golfe Persique et que des pilotes ont aperçu des ovnis en route vers la Syrie. Décembre 2024. Une nouvelle vague d'observation de drones se propage du New Jersey à la vallée de l'Hudson. Des habitants signalent à nouveau de transes lumières dans le ciel. L'histoire se répète. Les sénateurs new-yorkais Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, ainsi que leurs collègues de l'autre côté, Marco Rubio et Mike Rounds, coparrent un projet de loi visant à déclassifier les données de surveillance de la marine américaine. Que s'est-il réellement passé dans le ciel de la vallée de l'Hudson dans les années 1980? S'agissait-il de pilotes farceurs volant en formation serrée, comme le prétendent les sceptiques? S'agissait-il d'expériences militaires secrètes utilisant des technologies furtives? Ou des milliers de témoins ont-ils réellement rencontré quelque chose d'extraordinaire? Les réponses restent aussi obscures que les objets humains qui apparaissaient et disparaissaient dans le ciel nocturne de la vallée. Denis Sant est décédé en 2019 à l'âge de 75 ans, après 37 ans au bureau du greffier du comté de Putnam. Il n'a jamais reçu d'explication sur ce qu'il a vu cette nuit de mars 1983. Son fils, qui était avec lui cette nuit-là, se souvient encore de la peur dans les yeux de son père lorsqu'un objet massif a survolé leur maison. Il pensait à l'atterrissage de l'engin, se souvient Sant. Il pensait à la rencontre d'un extraterrestre. Il pensait à un enlèvement. Les systèmes de sécurité de la centrale nucléaire d'Indian Point, défaillants lors de l'observation d'OVNI, des images vidéo mystérieusement disparues, des policiers armés de fusils de chasse prêts à tirer sur un objet de la taille de 3 terrains de football suspendu au-dessus du réacteur nucléaire. Une visite de la commission de réglementation nucléaire et la réorganisation subséquente de tout le système de sécurité.
Un démenti officiel. Tout cela est documenté, vu par des témoins, mais toujours inexpliqué. Le docteur J. Allen Hynek, sceptique au début du projet Blue Book et convaincu à la fin, qualifia les événements de la vallée de l'Hudson de véritables mystères. Il mourut en 1986 sans avoir trouvé de réponse. Philippe Imbrogno poursuivit son enquête pendant de nombreuses années, recueillant les témoignages de centaines de témoins. Bob Pratt, co-auteur de Le siège nocturne, consacra des années à documenter le phénomène. Les archives de la police confirment des centaines d'appels dans la nuit du 24 mars 1983. Des articles de journaux de l'époque, dans le Westchester Rockland Daily Item, le Portchester Daily Item, le Poughkeepsie Journal et le New York Times, relatent le déroulement des événements. La télévision locale a diffusé des images de lumières mystérieuses dans le ciel. Mais aucune explication n'a été fournie. Je ne dis pas que de petits hommes verts étaient aux commandes, insiste le lieutenant Soravilla des années plus tard. Je ne peux tout simplement pas expliquer ce que c'était. Cette incapacité à expliquer, ce décalage entre ce qui a été vu et ce qui peut être compris, est au cœur de l'horreur de la vallée de l'Hudson. Non pas l'horreur des monstres ou de l'invasion, mais l'horreur de l'inconnu, planant silenciosament au-dessus de nos maisons, observant, attendant. Des voitures arrêtées sur l'Interstate 84, leurs conducteurs debout sur le trottoir, levant les yeux. Les téléphones de la police sonnaient sans arrêt. Des enfants collés aux fenêtres, regardant la ville lumière défiler au-dessus de leurs chambres. Des agents de sécurité de la centrale nucléaire, fusils à pompe prêts. Tout cela s'est produit. Tout est documenté. Tout est réel. Un objet de la taille d'un terrain de football ne devrait pas pouvoir planer dans un silence absolu. Il ne devrait pas pouvoir effectuer des virages à angle droit. Il ne devrait pas pouvoir accélérer de 0 à des vitesses incroyables en quelques secondes. Pourtant, des milliers de personnes l'ont vu faire exactement cela. Policiers, ingénieurs, médecins, enseignantes. Des personnes formées à observer, analyser et rapporter les faits. Tous ont été témoins du même phénomène impossible. On aurait dit une ville flottante avec des lumières éclatantes qui semblaient défier les lois de la physique, a déclaré un habitant. Les lois de la physique, les règles qui régissent notre réalité déterminent ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais que se passe-t-il lorsque l'impossible se pose au-dessous de votre maison et reste suspendu là, défiant la gravité, l'aérodynamique, défiant tout ce que nous savons sur le fonctionnement du monde? Le directeur du CPI Photo Finish de Yorktown a rapporté « Nous voyons beaucoup de photos d'OVNI. Les gens viennent vous remettre la pellicule et vous disent « Attention, on s'est précipité dehors avec un appareil photo parce que quelque chose volait au-dessous de notre maison. » Des centaines de photos, de vidéos, de preuves matérielles d'un événement qui selon certains n'a jamais eu lieu, ou qui n'était qu'un groupe de pilotes farceurs. Mais les pilotes farceurs ne peuvent pas désactiver le système de sécurité des centrales nucléaires. Les ULM ne peuvent pas planer silencieusement par bande de vents connudos. Les Cessna 152 ne peuvent pas former un objet solide qui masque les étoiles. Et pourtant, l'explication officielle insiste précisément sur ce point. Des milliers de personnes, indépendamment, pendant plusieurs années, ont confondu de petits avions avec un immense navire silencieux. Brian Norris, porte-parole de la Commission de Reglementación Nucleare, NRC, a déclaré avoir reçu une demande d'accès à l'information de la part d'Imbrogno concernant l'incident d'Indian Point, mais ne disposait d'aucune documentation relative à la surveillance. Il n'existe aucune documentation sur l'événement ayant conduit les gardes armés à se préparer à tirer sur l'installation située au-dessus du réacteur nucléaire. Il n'existe aucune documentation sur la défaillance du système de sécurité. Il n'existe aucune documentation sur la visite des responsables de la NRC le lendemain. Toutes les procédures et mesures de sécurité prises ici sont entièrement confidentielles afin de protéger notre propre sécurité, a déclaré Indian Point aux journalistes qui lui ont demandé des informations. Sécurité. Mais sécurité contre quoi? Contre des pilotes farceurs? Ou contre quelque chose d'autre? Quelque chose capable de désactiver les systèmes de sécurité de la centrale à volonté? Quelque chose capable de planer au-dessus du réacteur pendant 15 minutes sous le regard impuissant des gardes en contrebas? Une femme qui a aperçu un disque massif au-dessus d'une intersection à Wappingers Falls en 1990 a déclaré que ce qui l'avait le plus choqué était qu'il flottait simplement là.
flottait. Ni en vol, ni en suspension, mais comme si l'air était de l'eau et que les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Des cercles concentriques de lumière, situés sous lui, tournaient en alternance, dans le sens horaire, anti-horaire, horaire. Un motif hypnotique qui n'avait aucun sens, aucune utilité apparente. Je n'en avais jamais parlé auparavant, et mon ami et moi n'en parlons jamais, a admis un témoin de son observation de l'été 1983 au lac Hessian, à Bear Mountain. Silence. Tant de témoins restent silencieux pendant des années, voire des décennies, incapables de comprendre ou d'expliquer ce qu'ils ont vu. L'objet était suspendu à 30 à 60 mètres au-dessus du lac. Aucun son, juste des lumières. C'était immense, aussi long qu'un terrain de football, et très large. Il avait une couleur gris-noir métallique foncé caractéristique. Et j'ai eu tellement peur que j'ai agrippé un arbre pour sauver ma vie. Il s'agrippa à un arbre. Un ancrage physique au monde connu, tandis que l'inconnu planait au-dessus. Une des lumières m'a baigné d'une lumière blanche. Et je ne me souviens plus vraiment des autres, car je crois que j'étais en état de choc. Le choc. L'esprit s'éteignant face à l'impossible. Il est parti silencieusement, sans se faire remarquer. C'est peut-être le détail le plus troublant. La façon dont ces objets massifs disparaissent, tout simplement. Pas un bruit d'accélération, pas de traînée d'échappement, pas de disparition progressive. Un instant, ils sont là, dominant le ciel, masquant les étoiles, et l'instant d'après, ils ont disparu, comme s'ils avaient traversé un voile invisible, passant de notre réalité à... où? Est-ce que cela s'expliquera par une origine extraterrestre? Demanda Peter Gersten, de la CAUS. On avait quelqu'un qui essayait de photographier l'objet, mais il a évité d'être filmé. Évité. Comme s'il avait une volonté, une intelligence, la conscience d'être observé et documenté. Comme s'il jouait au chat et à la souris avec ceux qui se trouvaient en dessous, se révélant à des centaines de personnes sans obtenir de preuves définitives. Nous sommes en 2025. Aujourd'hui, le ciel de la vallée de l'Hudson est calme, mais le souvenir persiste. À Pine Bush, les touristes visitent le musée des ovnis, examinant des coupures de journaux décolorées et des photographies granuleuses. À Yorktown, le lieutenant à la retraite Soravilla lève encore parfois les yeux, scrutant le ciel. À Indian Point, qui a finalement été fermé en 2021 après des décennies de controverses, les enregistrements de cette nuit de juin et juillet 1984, s'ils ont jamais existé, restent classifiés ou détruits. Les témoins vieillissent et meurent, emportant avec eux leur histoire. Mais leurs témoignages, sus sermons, consignés dans les rapports de police, publiés dans les journaux, diffusés à la télévision, de mer. Des milliers de personnes ont vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Elles l'ont vu clairement, à maintes reprises, pendant des années. Elles l'ont signalé aux autorités, qui l'ont vu elles-mêmes, puis l'ont nié ou l'ont justifié par des explications invraisemblables. Le ciel de la vallée de l'Hudson recèle des secrets. Mais ceux qui étaient là, debout dans leur jardin ou au bord de la route, contemplant la ville silencieuse de lumière flottant au-dessous de, connaissent la vérité. Quelque chose était là, quelque chose d'immense, de silencieux et d'impossible. Quelque chose qui défiait notre compréhension de la réalité. Quelque chose qui nous observait avec autant d'intensité que nous l'observions. Et peut-être que quelque chose est encore là, attendant dans l'obscurité au-delà de nos lumières, prêt à réapparaître quand on s'y attend le moins. Car si cela s'est produit une fois, si des milliers de personnes ont réellement vu ce qu'elles prétendent avoir vu, alors cela pourrait se reproduire. À tout moment. N'importe où. Même ce soir, pendant que vous lisez ceci, quelque chose d'énorme et de silencieux pourrait flotter au-dessus de votre maison, observant, attendant. Regardez par la fenêtre. Écoutez le silence. Car dans la vallée de l'Hudson, dans les années 1980, le silence signifiait leur présence. L'incident de la vallée de l'Hudson demeure l'une des vagues d'observation d'OVNI les plus importantes et les mieux documentées de l'histoire. Malgré des milliers de témoignages, notamment de policiers, de militaires et de responsables civils, aucune explication officielle n'a été fournie. Les tentativos de expliquer les evenementos par un farce de pilotos et sue compte tenu de características físiques des objets observés et de circunstances des observations.
L'incidento de las centrales nucleares d'Indian Point, où les systèmes de sécurité ont échoué et où des gardes armés se sont préparés à ouvrir le feu sur un objeto au-dessous du reactore, demore particulièrement troublant. Les archives de cet événement, si tant est qu'elles aient existé, n'ont jamais été rendues publiques. La Commission de Réglementation Nucléaire nie l'existence de toute documentation, malgré de nombreux témoignages. A Jordia, la vallée de l'Hudson est devenue un lieu de pèlerinage pour les ufologues et les touristes. Le Pine Bush UFO and Paranormal Museum continue d'attirer de visiteurs avides d'en savoir plus sur les événements des années 1980. Ces événements ont inspiré d'innombrables livres, documentaires et études. Mais pour ceux qui étaient là, qui ont vu les objets de leurs propres yeux, ce n'est pas une question de foi ou de scepticisme. Pour eux, c'est simplement ce qui s'est produit. Une intrusion inexplicable et indéniable de l'inconnu dans leur quotidien, qui a changé à jamais leur compréhension du possible. Tous les événements, dates, noms et lieux décrits dans ce récit sont tirés de sources documentaires. Les dialogues sont basés sur des citations directes de témoins ou reconstitués à partir de leur description détaillée des événements. Aucun personnage ni événement fictif n'a été ajouté à la base documentaire de ce récit. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Dites-le nous dans les commentaires. Croyez-vous aux ovnis? Avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable?